Un juge se range du côté des policiers blancs au tribunal, jusqu'à ce que l'homme noir sorte un badge fédéral. Le palais de justice se dressait tel une forteresse par ce matin gris et bruineux, sa façade de pierre dominant les trottoirs glissants, tel un monument impassible à la mémoire d'un système longtemps épargné par les justiciables. L'air frais lui collait à la peau, rappel humide que la justice, dans ce quartier, réchauffait rarement le cœur de ceux qu'elle jugeait. Elijah Harper s'arrêta au pied des marches du palais de justice, son souffle formant des nuages devant lui. Ses doigts tiraient nerveusement sur les poignets de son blazer d'occasion, le tissu rugueux contre sa peau. Il l'avait repassé du mieux qu'il avait pu ce matin-là, le repassant sur la table de cuisine craquelée de son appartement, mais il portait encore les rides d'une vie tiraillée entre difficulté et espoir. Alors qu'il franchissait les lourdes portes vitrées, une odeur de bois verni et de café rassis l'envahit. Ses chaussures résonnaient sourdement sur le sol de marbre, attirant les regards brefs et persistants d'inconnus qui ne se souciaient pas de cacher leur jugement. Il marchait comme un homme se dirigeant vers une issue, les épaules raides, la mâchoire serrée, les yeux scrutant le couloir à la recherche d'un visage familier qui pourrait lui apporter force, ou du moins reconnaissance. Il n'y en avait aucun. Aucune famille n'était venue. Seul Marcus serait là, son avocat, son allié, la seule personne qui semblait croire en son innocence. La sécurité était renforcée. Des agents en uniforme se tenaient impassibles à chaque coin de rue, leur présence plus intimidante que protectrice. Elijah se soumettait à la fouille de routine avec une résignation silencieuse, les mains rudes et impersonnelles du garde. Son numéro de badge était gravé dans sa mémoire, comme celui des autres. Tout comme celui de l'agent qui avait traîné son frère à terre 2 semaines plus tôt, le visage plaqué contre le béton, les genoux enfoncés dans le dos. Elijah essaya de chasser ce souvenir, mais il s'accrocha à lui tandis qu'il se dirigeait vers la salle d'audience au 3e étage. À l'intérieur, l'air était lourd de tension, comme si les murs eux-mêmes se préparaient à la confrontation. La galerie était bondée, des policiers en repos, des journalistes griffonnant des notes en silence, des membres du personnel du tribunal, évitant les regards, et quelques curieux qui avaient entendu parler de l'affaire aux informations du matin et étaient venus voir si l'homme jugé serait à la hauteur du récit dépeint autour de lui. Elijah sentait leurs regards le transpercer, décortiquant chacun de ses mouvements, chaque frémissement de ses mains, chaque goutte de sueur sur sa tempe. Le capitaine Douglas Reed était assis au premier rang de la galerie, sa silhouette large et raide sous son costume bleu marine, les yeux fixés sur Elijah comme un prédateur guettant sa proie. À côté de lui, le chef adjoint Matthews, plus âgé et plus froid, arborait un demi-sourire suffisant qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Ils n'étaient pas là pour observer la justice. Ils étaient là pour s'assurer qu'elle s'incline devant eux. C'étaient ces hommes dont la voix contrôlait les portes des commissariats, dont les hochements de tête déclenchaient les enquêtes ou les interrompaient brutalement, sans qu'on puisse les retrouver. Leur présence n'était pas seulement une marque de soutien, c'était un avertissement. Du côté de l'accusation, Colin Prescott feuilletait ses notes avec l'assurance désinvolte d'un homme déjà victorieux. Jeune, élégant et acharné, il avait dans le regard une lueur d'ambition politique. Sa mâchoire se contracta en parcourant le dossier d'Elijah, non pas par doute, mais parce qu'il réfléchissait à la meilleure façon de le rendre digne de la une des journaux. Pour lui, Elijah n'était pas un homme. Il était un tremplin, une occasion d'obtenir l'aval du bureau du maire ou de s'attirer les faveurs de l'élite de la ville. La vérité importait peu. Ce qui comptait, c'était la conviction. À son siège, le juge Whitman ajustait ses lunettes et triait les papiers avec une précision mécanique. Il avait présidé des centaines d'affaires, chacune d'elles émoussant peu à peu le peu d'empathie qu'il avait pu posséder autrefois. Son visage était un masque inexpressif, sculpté par des années d'habitude et guidé par les lois silencieuses du pouvoir et de la faveur. Il avait pris le parti des forces de l'ordre dans presque toutes les affaires, impliquant un usage excessif de la force. Et il était peu probable qu'il en soit autrement aujourd'hui. Tout le monde dans la salle le savait. Ellie le savait aussi.
En prenant place à côté de Marcus Wells, Elijah sentit le poids du moment peser sur sa poitrine. Marcus hocha brièvement la tête, l'expression indéchiffrable, mais ses yeux brillaient d'une intensité calme. Avocat formé à Harvard, Marcus avait refusé des offres lucratives de cabinet pour travailler auprès des personnes défavorisées. Il avait accepté le dossier d'Elijah après avoir visionné les images de la caméra corporelle qui avait disparu, par hasard, moins de 24 heures après l'incident. Quelque chose dans le regard d'Elijah, dans sa voix calme, avait convaincu Marcus qu'il ne s'agissait pas d'une affaire comme les autres. C'était un test du système, de l'intégrité, du genre d'avocat qu'il souhaitait vraiment être. L'audience s'ouvrit. La voix de l'huissier résonna par-dessus les murmures et tout le monde se leva. Elijah sentit son cœur battre dans sa gorge, tandis que le juge Whitman prenait place. Dès que le juge le regarda, Elijah comprit. Cet homme avait déjà pris sa décision. Les chefs d'accusation furent lus. Agression sur agent de la paix, obstruction à la justice, résistance à l'arrestation. Chaque mot était un coup de poing. Elijah resta immobile, les mains jointes sur ses genoux, les doigts crispés à chaque syllabe. Dans son discours d'ouverture, Prescott dépeignit Elijah comme un homme dangereux, affichant un passé anti-policier, sélectionnant avec soin d'anciens messages sur les réseaux sociaux et des activités d'organisation communautaire pour étayer son récit. Il parle de l'agent James Crowley comme d'un héros décoré, esquivant commodément les plaintes internes mystérieusement disparues des dossiers du personnel. Les jurés, majoritairement blancs, acquiescèrent silencieusement, le visage indéchiffrable. La réplique de Marcus fut tranchante, mais respectueuse. Il rappela au jury qu'Elijah n'avait pas d'antécédents judiciaires, qu'il était un mentor communautaire et qu'il était resté avec son jeune frère ce soir-là, sans flâner ni provoquer, mais rentrant chez lui après un dîner tardif. Il expliqua que l'agent Crowley avait des antécédents avérés d'usage excessif de la force, même si le service avait tenté de les occulter. Il demanda au jury de ne pas se précipiter sur la peur ou l'autorité de l'uniforme, mais d'examiner les faits tels qu'ils seraient présentés. Des témoins furent appelés. L'accusation a présenté 2 officiers qui affirmaient qu'Elijah s'était jeté sur Crowley sans provocation, bien que leur version ne concorde pas tout à fait. L'un a déclaré qu'Elijah avait proféré des menaces, l'autre a insisté sur le fait qu'il était silencieux et maussade. Aucun des 2 n'a mentionné Malik jusqu'au contre-interrogatoire, lorsque Marcus a demandé comment un garçon de 17 ans s'était retrouvé blessé et hospitalisé cette nuit-là. Le juge a retenu l'objection du procureur avant que Marcus ne puisse insister davantage. La salle d'audience ressemblait moins à un lieu de vérité qu'à la scène d'un spectacle dont la fin était prédéterminée. Chaque objection formulée par Marcus a été rapidement rejetée. Chaque tentative d'admettre de nouvelles preuves a été rejetée. Le visage du juge Whitman est resté impassible tout au long du procès, les yeux se tournant parfois vers le capitaine Reed comme s'il attendait des instructions silencieuses. Le jury était assis passivement, absorbant le récit de l'accusation à petites gorgées, tandis que la vérité restait inaccessible, obscurcie par la politique et le pouvoir. Elijah restait immobile, absorbant chaque mot comme un poison lent. Il savait de quoi il s'agissait. Il ne s'agissait pas de justice. Il s'agissait de contrôle. Il voulait envoyer un message aux hommes comme lui. Même en respectant la loi, même en défendant sa famille sans lever la main, on pouvait toujours se taire. Il pensa à Malik, encore en convalescence, toujours effrayé, et se demanda combien de temps son petit frère porterait le poids de cette nuit. Il pensa aux garçons du quartier qu'il entraînait au basket, aux leçons qu'il essayait de leur inculquer sur l'équité et la dignité. Il se demanda ce qu'il penserait en voyant son visage aux informations. 2 semaines plus tôt, cette nuit avait commencé comme toutes les autres. Lui et Malik étaient rentrés à pied après un encas tardif, riant d'une banalité. Une voiture avait ralenti derrière eux. Un projecteur s'était allumé, puis des cris, des ordres, des mains qui agrippaient,
Malik jeté à terre, face contre terre, les genoux dans le dos. Elijah s'était interposé entre eux, les bras levés. Il avait demandé à maintes reprises ce qu'ils avaient fait de mal. La réponse avait été un coup de matraque dans les côtes, un coup de poing dans l'épaule, une voix aboyante qu'il résistait. Mais il n'avait jamais frappé personne. Il s'était retenu alors que chaque nerf de son corps hurlait à la résistance. Mais la retenue ne l'avait pas sauvé. 2 semaines plus tard, il était là, stigmatisé comme criminel, entouré d'âches, car sous l'épuisement et l'injustice, quelque chose d'autre brûlait en Elijah Harper, la défiance, silencieuse, mesurée et implacable, celle transmise de génération en génération par des hommes qui avaient affronté ce même système et osé parler malgré tout. Aujourd'hui, il tenterait de le briser, mais il ne se laisserait pas faire sans bruit. Le procès se poursuivait comme une machine à broyer, lente et impitoyable, menaçant d'anéantir le peu d'espoir qui restait à Elijah Harper. Chaque instant passé dans la salle d'audience lui donnait l'impression de se tenir au bord du gouffre, avec le poids de siècles d'injustice pesant sur lui. Mais Marcus Wells avait un plan, non pas ancré dans la théâtralité, mais dans la quête incessante de la vérité. Il n'avait qu'une seule chance de démêler les mensonges soigneusement tissés, et cela signifiait ramener tout le monde au point de départ. D'un pas mesuré et d'une voix à l'autorité tranquille, Marcus commença à décortiquer le vernis, guidant le tribunal à travers des scènes qui vivaient comme des cicatrices sous la peau d'Elijah. Tout commença dans la cuisine du modeste 2 pièces d'Elijah. Le souvenir se déroulait dans la salle d'audience comme une reconstitution fantomatique. 2 semaines plus tôt, par un froid jeudi soir, un parfum d'ail et de romarin emplissait l'air tandis qu'Elijah remuait une casserole de pâtes en fredonnant doucement. Malik était assis à la petite table à manger, penché sur un manuel de chimie, les sourcils froncés de concentration. Ils avaient trouvé un peu de paix dans un monde qu'il offrait rarement à des hommes comme eux. Mais cette paix vola en éclats lorsque le hurlement lointain des sirènes se fit plus fort, plus proche, jusqu'à ce que des lumières rouges et bleues jaillissent à travers les stores. Des pneus crissèrent dehors. Malik leva les yeux, la peur illuminant ses grands yeux. Elijah s'approcha de la fenêtre au moment même où la voiture de police s'arrêtait brutalement. Les policiers ne frappèrent pas. Ils entrèrent avec force, hurlant des ordres, poussant Elijah comme s'il n'était qu'un meuble. Malik se figea, paralysé par les lampes torches aveuglantes et les aboiements. Un policier l'attrapa et le plaqua contre le mur. Elijah, instinctivement, s'interposa entre eux, les mains levées. Il les supplia d'arrêter, d'expliquer leur présence, de traiter son frère comme un être humain. Mais ils répondirent par des coups de poing et de fureur. Elijah ne porta jamais un coup de poing, mais ils déformèrent ses actes. Ils prétendirent qu'il avait résisté, qu'il avait agressé un policier. Et lorsqu'ils le sortirent menotté, sa cuisine sentait moins le romarin que la peur. De retour dans la salle d'audience, le jury changea de place. Certains froncèrent les sourcils, d'autres détournèrent le regard. Marcus insista. Il peignit un autre tableau, cette fois loin de l'appartement d'Elijah. C'était une salle de réunion au cœur de l'hôtel de ville, cachée derrière des portes closes et du verre dépoli. C'est là que la véritable corruption s'installait. Le capitaine Douglas Reed était assis au bout d'une table en chêne poli, son uniforme impeccable, le regard mort. En face de lui, le chef adjoint Matthews ajustait ses boutons de manchette avec le calme d'un homme qui se croyait intouchable. Il n'était pas seul. Le maire Winston Hale se renversa dans son fauteuil, doigts croisés, les yeux plissés, pensif. Le commissaire de police Arnold Grant était assis à côté de lui, tapotant un dossier scellé contre sa cuisse. La conversation était basse et saccadée, chaque mot choisi avec une précision chirurgicale. Ils ne parlèrent pas de justice, mais de rhétorique. Une récente vague de signalements menaçait de compromettre leur image soigneusement entretenue. Le nom d'Elijah Harper revenait sans cesse, accompagné d'avertissements voilés. Il le connaissait, ou du moins le soupçonnait. Il ne pouvait pas se permettre un scandale, pas avec une réélection à l'horizon, et les yeux du gouvernement fédéral braqués sur eux.
La solution, convint-il, était simple, le discréditer, maintenir l'arrestation, faire en sorte qu'elle soit maintenue, s'assurer qu'il ne parle jamais. Ils orchestraient tout cela par courriel crypté et téléphone jetable, donnant des ordres discrets à des juges et des procureurs comme Prescott, des hommes qui comprenèrent le sens des événements. Le juge Whitman, connu depuis longtemps pour son soutien aux puissants, reçut la visite, tard dans la nuit, d'un assistant du commissaire Grant. Rien de visible, juste une conversation, juste un rappel de l'enjeu. Alors que Marcus dévoilait ses liens, subtils et sinistres, la tension monta dans la salle d'audience. Il ne pouvait pas produire les enregistrements, pas encore. Mais l'implication flottait dans l'air comme de la fumée. Chaque regard oblique entre Prescott et Whitman, chaque objection rapidement rejetée, semblait désormais faire partie d'un tout plus vaste projet. Quand Elijah monta à la barre, le silence fut pesant. Même les journalistes, qui écrivaient, marquèrent une pause. Il ne broncha pas sous l'interrogatoire de Prescott, bien que l'avocat du procureur se penchât vers lui avec l'assurance suffisante d'un homme qui se croyait déjà victorieux. Il dépeignit Elijah comme agressif, instable, prompt à la violence. L'image était grotesque mais efficace. Le jury commença à se durcir à nouveau. C'est alors que Marcus fit signe à Elijah de s'exécuter. Les mains légèrement tremblantes, Elijah fouilla dans la poche de son manteau et déplia un simple morceau de papier. À première vue, cela ne ressemblait à rien, un porte-badge usé sur les bords. Puis l'emblème accrocha la lumière, or et bleu, indubitable, division des affaires internes fédérales. Des exclamations de surprise parcoururent la salle d'audience, même les doigts du sténographe s'immobilisèrent au-dessus des touches. Le badge avait un poids supérieur à son métal. Il portait des mois de risques, de secrets et de courage discret. Elijah regarda le juge droit dans les yeux, la voix ferme malgré les battements de son cœur. Ce n'était pas l'homme que Prescott prétendait être. Ce n'était pas un criminel violent. C'était un agent fédéral, chargé d'enquêter sur les abus systémiques au sein des forces de police de la ville. Sa mission avait débuté 6 mois plus tôt, après que de multiples plaintes de citoyens eurent disparu sans laisser de traces. Le juge Whitman cligna des yeux, puis se raidit. L'espace d'un instant, il sembla que le sol avait bougé sous ses pieds. Prescott se leva, balbutiant une objection qui n'était guère plus qu'un murmure. Mais la galerie, autrefois suffisante et indifférente, se mit à murmurer. Plusieurs agents se crispèrent sur leur siège. Le capitaine Reed agrippa le bord du banc, le visage blême. Le commissaire Grant, qui s'était glissé discrètement au fond de la salle, resta figé. Elijah poursuivit, ses paroles coupant le bruit. Il parle de la nuit de son arrestation, non pas comme une victime, mais comme un agent qui avait vu trop vite. Il ne s'attendait pas à ce qu'on vienne le chercher si tôt. Il avait tout documenté, dossier, transcription, nom. Le badge n'était pas un bluff, c'était un avertissement. Marcus laissa planer le silence. Il voulait qu'ils y mijotent. Devant le palais de justice, le cirque médiatique s'emballa. Les journalistes s'empressèrent de réécrire les gros titres. Les caméramens orientèrent leurs objectifs vers le bâtiment, tandis que des rumeurs d'implication fédérale se répandaient. À l'intérieur, le juge Whitman semblait se rapprocher. Il prit son marteau, le frappant plus fort que nécessaire. Mais même ce coup sec ne parvint pas à dissiper la tension naissante. Le regard d'Elijah croisa celui de Marcus. Pour la première fois depuis des semaines, il n'y avait aucune appréhension, juste de la clarté. De retour sur le banc des jurés, le changement était palpable. Certains jurés se penchèrent en avant, les sourcils froncés non pas par jugement, mais par confusion et par curiosité. On leur avait vendu une version des faits, mais cette version explosa. Prescott tenta de se reprendre, mais ses paroles sonnèrent creux. Il attaqua les timings, accusa Elijah de fabrication, qualifia le badge de faux. Mais sa voix avait perdu le mordant qu'elle avait autrefois. Et tandis que Marcus remettait calmement la lettre de vérification du badge, un code QR crypté relié à la base de données d'authentification du ministère de la Justice, la salle d'audience bascula à nouveau. Le procès n'était pas terminé.
Le danger était toujours là, mais la donne avait changé. Le silence qui suivit ne fut plus celui de l'indifférence. C'était celui de la peur. Et dans cette peur, pour la première fois, Elijah Harper vit le début de la justice. À l'instant où Elijah retira le badge de son manteau, l'atmosphère dans la salle d'audience explosa comme une poudrière. Des exclamations s'échappèrent de la galerie, les journalistes se bousculèrent pour mettre à jour les gros titres, et le murmure d'incrédulité se transforma en frénésie. Le capitaine Reed se leva brusquement, le visage décoloré, tandis que le chef adjoint, Matthews, se penchait en avant, comme pour déterminer si ce qu'il voyait était réel. Le marteau du juge Whitman frappait le bois avec un désespoir croissant, chaque coup exigeant un ordre qui n'existait plus. Marcus se leva aux côtés d'Elijah, le regard perçant et la voix portant au-dessus du vacarme, exigeant que le tribunal reconnaisse l'insigne et que les preuves qu'il symbolisait soient immédiatement prises en considération. L'emblème fédéral brillait entre les doigts d'Elijah, une lame inattendue tranchant des semaines de mensonges et de postures. Marcus insistait sur le fait que l'insigne n'était pas un simple accessoire, mais une déclaration de vérité, et qu'avec lui venaient des preuves qui devaient être entendues maintenant. La main du juge Whitman hésita, tandis qu'il tendait. Dehors, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. La foule dépassa les barricades, les chants résonnant dans les rues du centre-ville. Les manifestants portaient des pancartes au nom d'Elijah, nombre d'entre eux réclamant transparence, justice et responsabilité. Un nombre croissant de citoyens en avaient tassé des mensonges, de la manipulation et des systèmes qui écrasaient quiconque osait s'y opposer. Les réseaux sociaux s'enflammèrent d'images d'Elijah tenant le badge, des images de spectateurs faisant déjà le tour des médias nationaux. Ce qui avait été un procès local était désormais un jugement national. À l'intérieur du palais de justice, le visage de Prescott se tordit en un masque d'indignation et de désespoir. Il se leva, remettant en question la validité du badge, accusant Elijah d'avoir falsifié des documents fédéraux. Il exigea que le tribunal rejette les preuves jusqu'à ce que leur authenticité soit vérifiée. L'accusation commença à s'effondrer sous sa propre arrogance. Les policiers, qui affichèrent autrefois un sourire narquois et confiant, s'agitaient maintenant, mal à l'aise, sur leur siège. Elijah, autrefois présenté comme une menace, portait désormais le fardeau et l'autorité de celui qui avait tout sacrifié pour la vérité. Marcus s'avança et déposa méthodiquement une clé USB sur la table d'épreuve. Il expliqua qu'elle contenait des enregistrements réalisés par Elijah lors de son travail d'infiltration, des enregistrements qui révéleraient l'étendue du complot contre lui et d'autres comme lui. Avec l'approbation réticente de Whitman, le premier extrait fut diffusé. L'audio emplit la salle d'audience, les voix caractéristiques du maire Winston Hale, du commissaire de police Arnold Grant et du procureur Prescott lui-même. La date sur l'enregistrement était claire, 2 semaines auparavant. Ils s'étaient réunis pour discuter de la manière de fabriquer des accusations, d'étouffer l'incident et de neutraliser Elijah avant qu'il ne révèle l'ampleur de leurs méfaits. La salle d'audience devint un creuset d'anxiété. Le visage du juge pâlit lorsqu'il entendit son propre nom mentionné, cité par le commissaire comme celui qui jouerait son rôle pour que le verdict soit rendu comme il se doit. Marcus laissa l'enregistrement audio se dérouler, la bande décrivant les directives visant à intimider les témoins et à détruire les images de la caméra embarquée montrant la nuit de l'arrestation d'Elijah. On entendait la voix terrifiée de Malik en arrière-plan, implorant la sécurité de son frère tandis que les policiers les assaillaient. Marcus ne lâcha pas prise. Il dévoila un deuxième extrait d'un micro de surveillance qu'Elijah avait placé dans une salle de conférence sécurisée de la ville. Celui-ci révélait des aveux encore plus accablants, des discussions sur des paiements indirects, des menaces envers les officiers démissionnaires qui remettaient en question leurs ordres, et un plan désespéré pour transférer discrètement Elijah dans un établissement fédéral de haute sécurité, où il disparaîtrait de la vue du public. À chaque seconde, les yeux du jury s'écarquillaient, et Whitman s'affaissait visiblement sur sa chaise. Alors que la tension montait, un coup sec et décisif retentit aux portes du tribunal.
toutes les têtes se tournèrent lorsqu'elles s'ouvrirent et qu'un groupe d'agents fédéraux en costume entra, mené par l'agent spécial Raymond Cross. Il se tenait avec l'assurance de quelqu'un qui en avait trop vu et trop peu perdu. Son badge était authentique, son autorité incontestable. Marcus expira pour la première fois depuis des minutes. Le pari d'Elijah avait été gagnant. Cross s'approcha du tribunal et informa calmement le juge Whitman que, désormais, l'affaire relevait de la compétence fédérale. Le ministère de la Justice traquait les comportements suspects au sein du système judiciaire et policier de la ville depuis des mois, mais l'infiltration d'Elijah et les preuves qu'il avait recueillies avaient déclenché une action immédiate. Cross informa le tribunal que des arrestations seraient bientôt effectuées et que tous les fonctionnaires municipaux actuellement impliqués dans le complot faisaient désormais l'objet d'une enquête fédérale. Whitman paraissait dévasté, ses yeux clignotant comme s'il cherchait une issue de secours qui n'existait plus. Cross n'attendit pas la réponse du juge. Il remit les ordonnances fédérales signées par le procureur général et ordonna à l'huissier d'escorter le juge Whitman hors du tribunal, dans l'attente d'un examen éthique et d'une enquête criminelle. La salle retint son souffle tandis que le juge, autrefois intouchable, se leva lentement et fut conduit hors de sa propre salle d'audience. Prescott se retourna comme pour parler, mais Cross le fit taire d'un regard sévère. Il n'y avait plus de place pour les fanfaronnades. Les agents fédéraux s'activèrent rapidement, interrogeant les officiers dans la galerie, sécurisant les ordinateurs et saisissant. Pendant ce temps, dehors, la foule éclata en acclamations dès que la nouvelle lui parvint. Pour une fois, la justice semblait se frayer un chemin à travers le bourbier. Les gens pleuraient et s'embrassaient, brandissant leur téléphone pour immortaliser ce qui semblait être l'histoire. Les pancartes de protestation devinrent des symboles de justification. Ce qui avait commencé comme une histoire d'accusation s'était transformé en une révolution. Mais même lorsque la salle d'audience se calma et que Cross prit les rênes, Elijah savait que le combat n'était pas terminé. Les racines de la corruption étaient profondes, et si quelques personnalités étaient désormais exposées, le système qu'elles avaient bâti tenait toujours. En regardant autour de lui, son regard se posant sur le jury qui affichait désormais une expression de honte et de regret, il comprit que cette victoire n'était qu'un début. La vérité avait été révélée au grand jour, mais la justice aurait besoin de temps et de vigilance pour s'y établir. L'enquête fédérale étant en cours, les murs autrefois impénétrables qui protégeaient l'élite de la ville commencèrent à se fissurer sous le poids de l'indignation publique et des preuves irréfutables. Les agents fédéraux passèrent au peigne fin les dossiers, saisirent les communications cryptées et menèrent des interrogatoires à huis clos qui en révélèrent plus que prévu. La corruption ne se limitait pas aux tribunaux, elle s'était propagée à la mairie, aux services de police et au bureau du procureur. 2 jours après la prise de contrôle fédérale, le maire Winston Hale, dont l'image publique irréprochable masquait des années de tractation et de manipulation politique, se tenait derrière une tribune, les mains tremblantes, annonçant sa démission. Il parlait de vouloir protéger la ville de nouvelles divisions, mais sa voix manquait de conviction, et les spectateurs savaient la vérité. Il démissionnait parce que les murs se resserraient. Le commissaire de police Arnold Grant n'apparut pas en public. Sa suspension fut annoncée par un communiqué de presse laconique, qui coïncida avec la fuite des enregistrements d'Elijah détaillant son implication dans des actes de coercition visant à contraindre des policiers à mentir sous serment et à supprimer les images de caméras corporelles. L'agent James Crowley, l'homme à l'origine de tout cela, fut non seulement placé en congé administratif, mais également assigné à résidence dans l'attente d'accusations fédérales, notamment de falsification de rapports, d'entrave à la justice et de voies de faits graves sous couvert de la loi. Les médias qui avaient autrefois relayé le discours biaisé de la ville publiaient désormais des gros titres sur la trahison, les abus systémiques et le courage discret d'un homme qui s'était dressé contre tout cela. Le juge Whitman a dû faire face à ce qui est peut-être le jugement le plus symbolique,
une commission disciplinaire s'est réunie sous la supervision d'une instance fédérale recueillant les transcriptions non seulement du procès d'Elijah, mais de dizaines d'autres. Des tendances se sont dégagées, des affaires classées trop facilement lorsque l'accusé portait un badge, des peines sévères réservées à ceux qui n'en portèrent pas. Son détachement froid, autrefois pris pour de l'impartialité, apparaissait désormais comme un bouclier pour un système conçu pour écraser la dissidence. Bien qu'aucune décision officielle n'ait encore été rendue, des rumeurs dans les couloirs judiciaires évoquaient une retraite forcée, ou pire, une radiation du barreau. Pour Elijah Harper et son jeune frère Malik, le soulagement n'est pas venu du jour au lendemain. Dans les jours qui ont suivi le tumulte du tribunal, les deux hommes ont fait profil bas, se déplaçant entre des refuges organisés par des agents fédéraux. Malik luttait contre des cauchemars, des ombres qui s'insinuaient dans son sommeil, rejouant la nuit où les policiers avaient enfoncé leurs portes. Mais Elijah gardait les pieds sur terre. Son calme n'était pas seulement une question de survie, c'était une sorte de deuil, une intégration silencieuse de tout ce qu'il avait risqué et perdu. Il n'était pas devenu agent infiltré pour la gloire. Il l'avait fait parce que personne d'autre ne le ferait. La communauté, autrefois divisée et sceptique, s'est rassemblée avec une ferveur inattendue. Les veillées aux chandelles se sont transformées en rassemblements. Les rues, autrefois tendues, arboraient désormais des fresques murales d'Elijah, des peintures représentant une silhouette solitaire debout sous la pluie, un badge à la main, sur fond d'institutions corrompues. Les écoles enseignaient son cas parallèlement à des cours sur les droits civiques. Les églises locales résonnèrent de sermons sur la justice et la rédemption. Elijah, qui avait passé des années à opérer dans l'ombre, se retrouvait désormais malgré lui un symbole de vérité. Marcus Wells, combattant invétéré, profita de l'élan pour intensifier ses efforts. Il intenta des poursuites civiles, lança des pétitions et participa aux assemblées publiques, souvent avec Elijah assis discrètement au fond. Il savait que l'histoire était passée du procès d'un homme à la justice de toute une ville. Et pourtant, il ne laissa jamais le spectacle éclipser son travail. Il rappela que l'histoire d'Elijah n'était pas un cas isolé. C'était un aperçu d'un système qui nécessitait plus que l'indignation. Il fallait le démanteler. Des semaines après que la salle d'audience se soit transformée en champ de bataille, Elijah retourna au palais de justice. Le ciel était clair cette fois, le soleil projetant de longues ombres sur les marches où les manifestants avaient autrefois réclamé sa libération. Il portait un costume neuf, pas tape à l'œil, mais bien ajusté, et marchait d'un pas lent et déterminé. Il n'était pas là pour témoigner ou se défendre. Il était venu rencontrer les enquêteurs fédéraux et finaliser les dernières parties de son rapport. Mais plus que cela, il était venu se tenir là où tout avait commencé, non pas comme accusé, mais comme celui qui avait renversé la situation. Il s'arrêta devant la grande entrée en pierre, levant les yeux vers l'inscription gravée au-dessus de la porte. « La justice est le fondement de la paix. » Pour la première fois, ces mots ne lui semblaient pas creux. Dans sa main, il tenait le même insigne fédéral qu'il avait révélé des semaines plus tôt lors de ce moment tendu et inoubliable. Ses bords étaient usés, le cuir légèrement craquelé. Mais pour Elijah, il portait le poids de tous les mensonges qu'il avait exposés, de toutes les vérités qu'il avait protégées. Au passage, certains le reconnurent. Ils hochèrent la tête, murmurèrent des remerciements ou se contentèrent de le fixer avec un respect silencieux. Elijah offrit de faibles remerciements. Encore mal à l'aise face à cette attention, mais en comprenait l'importance. Il ne s'agissait pas d'ego. Il s'agissait de rappeler aux gens que le système, bien que défaillant, pouvait être remis en question. Un dernier flashback lui revint à l'esprit. 2 mois avant son arrestation, il se tenait seul dans un appartement sombre, les yeux rivés sur un mur blanc, se demandant si le jeu en valait la chandelle. Malik venait de s'endormir, et Elijah savait que le temps pressait. Il pensait aux autres hommes qui avaient essayé et échoué, qui avaient été réduits au silence, emprisonnés, ou pire. Il se souvenait de la peur qui lui serrait la poitrine, du poids de savoir qu'un seul faux pas pouvait tout détruire, et pourtant,
Il appuya sur le bouton d'enregistrement. Il se souvenait d'avoir placé ce premier appareil dans sa voiture, puis un autre sous la table de sa cuisine, puis celui qui enregistrerait la rencontre entre le maire et le commissaire. Chaque décision était délibérée, chaque instant, calculé. Il n'avait pas seulement été courageux, il avait été précis, concentré et implacable. Et maintenant, debout au soleil, son badge à la main, il sentait ce poids se dissiper. La bataille était loin d'être gagnée. Le système grouillait encore de ceux qui considéraient la justice comme un obstacle. Mais Elijah les avait poussés vers la lumière, et ce faisant, il avait donné à d'autres le courage de les suivre. Il rangea son badge dans sa poche, ajusta son manteau et descendit les marches du palais de justice, non pas en retrait, mais dans un triomphe silencieux. Le soleil lui réchauffait les épaules. Ses pas semblaient plus légers. Pour la première fois depuis longtemps, Elijah Harper ne s'éloignait pas de quelque chose. Il marchait vers quelque chose de meilleur.